Bon, la première chose, c'est que la Syrie n'a effectivement elle-même pas accepté la compétence de la CPI. 121 États au monde l'ont fait à ce jour. La Syrie n'en fait pas partie, donc la CPI n'a pas en tant que telle la capacité d'intervenir sur ce pays, sauf à ce que le Conseil de sécurité, à travers une résolution à laquelle évidemment les Russes et les Chinois peuvent apposer leur veto, sauf à ce que le Conseil de sécurité agisse. Donc on a déjà un obstacle effectivement d'ordre juridique qui ne peut être surmonté qu'à travers probablement des pressions intenses sur ces deux pays. Mais qu'est-ce que ça changerait que la CPI soit saisie? Est-ce que ça pourrait débloquer la situation, y compris sur le plan militaire? Alors ça certainement pas, ce n'est pas à la CPI d'être le bras armé d'une faction de l'Occident ou d'autres. On l'a vu en Libye, pas mal de critiques ont été adressées à la CPI, non pas en tant que telle, parce qu'elle n'y est pour rien, mais face à l'utilisation qui en a été faite à partir du moment où on décrit certaines personnes en mettant des criminels de guerre, comme étant peut-être même des génocidaires ou des criminels contre l'humanité. Évidemment, cela rend plus facile ensuite des discours belliqueux pour changer ces régimes-là. Il faut absolument préserver l'indépendance et l'impartialité de la Cour, ne pas l'instrumentaliser à cette fin. Cela dit, si la Cour était saisie, évidemment que ça pourrait avoir un impact. Ce n'est pas la solution miracle, mais le fait, peut-être pas pour la tête de l'État, mais pour des membres de l'appareil répressif, de savoir que des comptes vont être exigés, de savoir qu'il y aura peut-être procès et qu'ils devront devoir justifier de leurs actes devant la communauté internationale, cela peut avoir des effets. Si la Cour pénale avait été saisie, elle peut toujours l'être. Il n'est pas exclu que l'on voit un afflux de défections au sein des forces de Bachar al-Assad. Il y en a déjà eu, hein. On parlait du général Tlass, là, c'est un premier pas, si j'ose dire. Bon, la situation humanitaire est catastrophique. Est-ce que c'est vraiment la priorité de traquer le dictateur au jour d'aujourd'hui, Philippe Grant? Je crois que la justice internationale remplit essentiellement deux rôles. Elle vient un petit peu comme la voiture balai après le Tour de France. Elle essaye de réparer ce qui doit l'être en jugeant les auteurs de ces crimes. Donc là, évidemment, elle a un rôle a posteriori d'essayer de rendre justice aux victimes, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais elle a également un rôle préventif. Et c'est là où la CPI peut peut-être jouer un rôle en Syrie, à partir du moment où elle est actionnée, comme je le disais tout à l'heure, de pousser un certain nombre de personnes qui auraient tendance à vouloir appuyer trop facilement sur la gâchette, à s'en abstenir. Bon, la CPI a 10 ans, comme vous, comme Trial. Est-ce qu'elle fait vraiment peur, cette Cour pénale internationale? On le rappelle, la première condamnation a été prononcée il y a une semaine seulement contre Thomas Lubanga, ancien chef de milice congolais. C'est peu de choses. De quoi, effectivement, ne pas faire peur à grand monde? Une institution comme la CPI prend évidemment du temps à se mettre en place. Le temps de recruter des équipes d'enquêteurs, d'avoir des bureaux, j'entends les questions administratives habituelles, prend déjà un temps énorme. Il n'y a eu qu'un procès, effectivement, un procès historique qui a condamné pour la première fois un chef de milice pour le recrutement et l'emploi d'enfants soldats. Mais il faut savoir qu'il y a 7 pays qui sont actuellement dans le viseur de la CPI. Le Kenya, la Libye, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, etc. Vous avez des chefs d'État actuellement en détention, Laurent Gbagbo qui attend son procès. Vous avez une trentaine de procédures en cours. Vous avez d'autres États qui sont au stade des pré-enquêtes, que ce soit la Géorgie, que ce soit la Colombie. Bref, cette Cour pénale internationale, si elle n'est pas encore totalement effective, est là pour rester, elle est là pour durer. Les crimes dont elle est chargée de poursuivre sont imprescriptibles. Les auteurs de ces crimes-là savent qu'ils vont devoir certainement rendre des comptes pendant très longtemps. Et je vous parie que dans 10 ans, elle aura jugé beaucoup plus qu'une personne. Il y aura d'autres chefs d'État qui auront eu à rendre des comptes d'ici là. Voilà, donc ça c'est pour dans 10 ans. Philippe Grant, je crois qu'il y a un sujet qui vous tient assez à cœur, c'est la responsabilité non pas des gouvernements toujours, mais des entreprises, la complicité des entreprises dans la commission de certains crimes. C'est un sujet qu'on ne connaît pas vraiment et pourtant elles sont parfois responsables de ça aussi. Je crois qu'en 10 ans, on a fait un énorme progrès avec cette Cour pénale internationale. On a aussi fait un progrès assez important dans la responsabilisation des États. La justice internationale, ce n'est pas juste une cour à La Haye, mais c'est aussi les procureurs nationaux, ici, dans nos cantons, au ministère public de la Confédération, qui ont un travail à faire, de rechercher, et il y en a des auteurs de crimes présents ici, qui ont soit obtenu refuge dans notre pays, soit qui sont de passage, mais également les entités qui auraient leur siège dans notre pays et qui se rendraient coupables ou complices de commissions de crimes internationaux. On peut penser à la vente d'armes, à des régimes qui commettent des violations graves, en sachant, ou du moins en devant savoir que ces armes vont être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire. On peut penser... Vous pensez à la Suisse ?
Vous pensez à la Suisse, là on en débattra d'ailleurs à 8h15. Faut-il interdire l'exportation d'armes de Suisse vers d'autres pays? C'est à cela que vous pensez? On peut penser à la Suisse. Il y a évidemment un certain nombre. Bon, la Suisse est de loin pas le moins bon élève en la matière, mais il y a un certain nombre d'exportations douteuses. Par le passé, on connaît les Pilatus vendus à la Birmanie, à l'Irak, au Guatemala, etc. Mais il y a aussi des entreprises qui ont leur siège en Suisse et qui participent au recyclage d'un certain nombre de matières premières extraites de zones de conflit, que ce soit de l'or, que ce soit des diamants, que ce soit d'autres matériaux. Vous voulez citer des noms? Non. Non, vous ne voulez pas citer de nom. Je ne vais pas citer de nom pour l'instant. Nous sommes nous-mêmes en train de préparer un certain nombre de dossiers qui pourraient un jour intéresser la justice. Donc je ne vais évidemment pas me griller à l'antenne ce matin. Très bien. Et pas nous griller nous non plus, parce qu'on est responsable en tant que diffuseur. Mais on entend bien que la tendance, c'est aussi ça. Hein. Ce n'est pas seulement les gouvernements. Philippe Grande, la Suisse, il y aurait des réfugiés requérants d'asile suspectés d'avoir commis des crimes au Rwanda, en Libye, en Irak, en Algérie. Vous le confirmez? Comment expliquer que certains passent encore entre les gouttes? Alors qu'il y en ait, ce n'est pas douteux. Juste si vous me permettez deux chiffres, les autorités britanniques ont, en début d'année, affirmé qu'il y avait à peu près 700 suspects de crimes internationaux présents sur leur territoire, certains en procédure de naturalisation. Les Hollandais, ces 10 dernières années, ont rejeté un millier de demandes d'asile au motif qu'il y avait des indices ou des soupçons forts que les personnes sollicitant le refuge aient commis des crimes internationaux. Il n'y a pas de raison qu'en Suisse, il n'y ait pas également ce type de personnages. Il y en a combien? Quelques dizaines? Possiblement. On n'a pas de chiffres. L'administration fédérale ne tient pas évidemment ce genre de statistiques, mais nous savons qu'il y a certains dossiers ont déjà été transmis à la justice. Nous savons, pour en avoir trouvé nous-mêmes, qu'il y a des affaires concernant des personnes issues des pays que vous avez mentionnés, l'Irak, la Libye, le Guatemala et le Rwanda notamment. Un ancien ministre du gouvernement génocidaire se trouve par exemple aujourd'hui à Lucerne. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais ça mériterait à tout le moins une enquête. Et là, sur quoi devrait-on se baser? Par exemple, sur le témoignage des requérants d'asile qui doivent fuir leur pays. C'est des témoignages et des gens qu'on devrait plus écouter, mieux écouter? Alors évidemment, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui arrivent en Suisse chaque année avec un bagage d'atrocités, un vécu horrible, que ce soit, je n'ai pas besoin de l'écrire ici à l'antenne, et ces personnes sont entendues par les autorités pour clarifier leur situation et leur statut. Et il est évident qu'il y a là une mine d'informations qui pourrait servir non seulement à, peut-être, poursuivre des auteurs de ces crimes qui auraient également trouvé refuge en Suisse. Nous avons des témoignages, des histoires de requérants d'asile qui croisent ici en Suisse leur bourreau dans la rue. Mais ces témoignages pourraient également servir évidemment à des enquêtes qui sont menées dans toute une série de pays, notamment en Europe. Il existe des unités spécialisées au sein de différents pays, que ce soit les pays nordiques, que ce soit la France, la Grande-Bretagne et d'autres. Et pourquoi la Suisse ne fait rien? Alors la Suisse s'y met gentiment. Le ministère public, la Confédération semble, selon nos informations récentes, être intéressé à renforcer ses capacités, essentiellement pour mieux collaborer aussi avec les justices étrangères, pour faciliter ce flot et ce flux d'informations. Je crois qu'à terme, nous allons installer dans le paysage judiciaire suisse ce type de procès. Mon organisation est à l'origine de plusieurs affaires qui courent actuellement. Il y en aura là certainement de plus en plus.